Voici, vous pouvez comprendre ce que c'est que cette représentation, je veux dire, symbolique, signifiant tout simplement des éléments chimiques hein, du tableau de Mendeleïev. Et en fait, on retrouve le groupe 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Donc le groupe 3A, 4A, 5A, 6A et 7A. Ils sont constitués de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 éléments. 15 éléments sont repris dedans et en fait ils sont situés sur l'extrême droite du tableau de Mendeleïev et en constituent ce qu'on appelle les non-métaux. C'est ce qu'on appelle les non-métaux. Ben, un non-métal, il n'est pas métallique, tout simplement. Un non-métal, puisqu'il est non métallique, c'est un non-métal. Il existe deux types de constitution chimique, les éléments métalliques et les éléments non métalliques. Et le groupement des éléments métalliques sont pris ici, ils sont en moindre importance, une quinzaine d'éléments parmi tout le tableau de Mendeleïev. Voilà. Et donc, vous pouvez constater ici qu'il se subdivise en sous-groupes. Hein, on a le groupe, enfin le sous-groupe 7A, 6A, 5A, 4A et 3A. 3A qui contient que 2 éléments, le 4A 2 éléments, le 5A 3 éléments, le 6A 4 éléments, et enfin voilà, donc on a 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Donc on a bien, enfin, apparemment c'est une suite arithmétique, hein. 1, 2, 3, 4 et 5 éléments. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 éléments, 1, 2, 3, 4, 5. Un élément pour le groupe 3, 2 éléments pour le groupe 4, 3 éléments pour le groupe 5, 4 éléments pour le groupe 6 et 5 éléments pour, donc c'est 1, 2, 3, 4. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Et vous, on a une espèce de cassure qui fait ceci. Et qui se retrouve à l'extrême gauche. Donc 1 plus 2 plus 3, ça fait bien 5, 6, 6 plus 4, 10 plus 5, ça fait bien 15. On voit bien 15 éléments. Donc les non-métaux sont constitués d'une quinzaine d'éléments. Et bien sûr, ici on retrouve la famille avec le fluor, le chlore, le brome, l'iode et l'antimoine, bien sûr, qui constitue la famille des halogènes. Ici, on a les halogènes. Ici, on a la famille des... donc ça, c'est la famille des halogènes. Celui-ci, c'est la famille des sulfurides, qui contient le soufre. Celui-ci, c'est celui qui contient la famille des azotides. Puis celui qui contient la famille qui contient l'azote, c'est la famille des azotides. La famille qui contient le soufre, c'est la famille des sulfurides. La famille qui contient le carbone, mais ce sont les carbonides. Voilà. Bon, si je prends par exemple la famille des halogènes, ici, on retrouve le fluor, le chlore, le brome, l'iode et l'astate. Donc l'astate. Alors que pour les sulfurides, on aura l'oxygène. L'oxygène fait partie du groupe des sulfurides. Le soufre, le sélénium et le tellure. Attention que AT, AT, j'ai un petit doute ici. Bon, peut-être que je... Ici, c'est... Est-ce que ça, c'est l'antimoine? Il faudrait que je vérifie ceci sur un tableau de Mendeleïev.
Normalement, l'antimoine c'est SB. L'antimoine c'est SB. Donc la stat c'est bien AT. Et l'arsenic. Voilà, c'est ça. Ça c'est l'arsenic. Et ça c'est la stat. Voilà. Voilà. Donc AT c'est la stat, et bien S l'arsenic parce que l'antimoine c'est SB, ça n'a rien à voir avec tout ça. Voilà, l'antimoine c'est SB. Donc je disais, bon, les halogènes c'est le fluor, le chlore, le brome, l'iode et maintenant je sais bien que c'est la stat AT, voilà, qui sont des éléments. La stat qui est un élément instable dans les réactions chimiques. Donc en fait ce sont tous des éléments monovalents. Hein, par exemple, si l'acide provenant mélangé avec du fluor, c'est HF. Hein, on voit bien qu'il est monovalent. Pour le chlore, c'est HCl. Pour le brome, c'est HBr. Voilà, et pour l'iode, c'est HI. Voilà. Ça, ce sont les acides. L'acide fluorhydrique, l'acide chlorhydrique, l'acide bromhydrique et l'acide iodhydrique. Voilà. Donc on voit bien qu'ils sont tous monovalents. Donc ce sont des éléments tous qui sont tous monovalents, donc contenant 7 électrons périphériques dans leur dernière couche. Ce qui explique en fait quelque part qu'ils sont très réactionnels car ils peuvent capter facilement, je veux dire, un électron. Voilà. Ils ont 7 électrons et ils sont riches en électrons et en fait ils veulent qu'une chose, c'est d'en prendre un. Ils ont la facilité d'en prendre un. Voilà, ils ont la facilité d'en prendre un parce qu'ils en ont déjà 7. Donc pour eux, prendre un électron, c'est hyper facile. Donc en fait, ils sont très réactionnels parce que pour prendre un électron, c'est assez simple pour eux. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette colonne-là aussi, mais il peut former aussi des sels avec les métaux qu'on appelle des halogénures. Et il forme, on peut dire qu'il peut former de nombreux composés avec les hydrocarbures euh, euh, par des réactions de substitution. Voilà, en substituant à de l'hydrogène. Voilà. Voilà, donc on peut avoir euh, euh, des composés halogénés qui viennent s'ajouter, je veux dire, se substituer, parce que l'hydrocarbure va perdre un hydrogène assez facilement, hein, un hydrogène, et c'est facile pour euh, lui, le fluor, le chlore, le brome, l'iode et l'antimoine, la stat, pardon, je m'excuse, la stat. Bon, surtout ceux-là, hein, le fluor, le chlore, le brome et l'iode, surtout ceux-là, ces quatre-là surtout, bien, je veux dire, ils ont facile à capter un électron euh, d'un hydrocarbure. L'hydrocarbure va perdre son hydrogène et voilà, un de ces quatre éléments-là va venir, je veux dire, facilement, je veux dire, se substituer. Donc, on aura facilement des hydrocarbures avec des dérivés halogénés, je veux dire, pris en compte dans les chaînes d'hydrocarbures. Voilà, ça c'est pour la famille ici, la famille des, comment est-ce qu'on appelle ça, la famille 7A, qui est la famille des halogènes, ce qu'on appelle les halogènes. Voilà, donc la famille des halogènes, fluor, chlore, brome et iode. Bon, en seconde colonne, ici, bon, par la gauche, hein, en parcourant par la gauche, on retrouve la famille 6A, et en fait, c'est la famille bon, des sulfurides, où on retrouve, bien sûr, vous aurez compris, l'oxygène, le soufre. Attention que le soufre, c'est pas comme le verbe souffrir, hein, le soufre, c'est avec un F, pas deux F. Hein. Voilà, c'est le soufre. Là, on retrouve le sélénium et le tellure, hein, qui sont, tout comme ici, ils étaient, famille 7A, ils sont monovalents, ben, la famille 6A, eh bien, sont bivalents. Voilà, parce qu'ils possèdent 6 électrons, 6 électrons périphériques, c'est-à-dire dans leur dernière couche,
Et donc, ils ont facile à prendre 2 électrons. Bon, autant c'est simple de prendre un électron comme les halogénures, autant c'est aussi simple d'en prendre 2. Bon, en prendre un, c'est très simple, mais 2, bon, on n'est pas loin de 1, donc fatalement, ils ont, les éléments-là ont facile à prendre 2 électrons, donc ils sont aussi réactionnels que ces éléments-là. Donc ceux-ci sont réactionnels, tout aussi réactionnels que la colonne de 7A, puisque bon, prendre 2 électrons, c'est facile. Voilà. Alors, la famille des azotides, on retrouve l'azote, le phosphore et l'arsenic, qui est l'arsenic bien sûr, qui est un poison. Euh, et là, ce sont des éléments, on va dire, trivalents. Ils possèdent 5 électrons à leur dernière couche. Voilà, c'est la famille des azotides. Alors, la famille des carbonides, ce sont des... Il n'y en a que deux, c'est le carbone et le silicium. Bon, carbone et silicium. Là, on sait bien que ce sont des éléments tétravalents. On sait bien que la chimie de carbone, ben, le carbone a une valence de 4, comme ceci. Hein. Elle peut faire ceci, ou elle peut encore faire ceci. Voilà. Une, deux, non, ceci. Voilà, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ou encore ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Voilà. Si c'est entre carbone, hein, je mets entre carbone. Et si j'ai raconté une bêtise ici. Voilà. Voilà. Entre deux carbones, ben, on peut avoir voilà, ceci. On a bien tétravalence, tétravalence, tétravalence. Ici, du carbone là, de ce carbone là, de ce carbone là, on a une tétravalence. Carbone. Donc ici, c'est la chimie, je veux dire, de la tétravalence. Et bon, donc le carbone et le silicium sont tétravalents. Et donc c'est pour ça que le silicium, on l'utilise en tant que semi-conducteur. En dessous, on retrouve le germanium. Hein. Silicium, germanium, c'est bon, on crée les dopages. Les dopages enfin, on le crée avec du phosphore, des éléments ici, soit trivalents, mais en tout cas, ça, c'est des éléments qui sont des éléments qu'on fabrique les semi-conducteurs. Enfin, ce sont des semi-conducteurs, puisque justement, ils ont une tétravalence, et ça permet de créer, de construire tout ce qui est semi-conducteur, ou soit au silicium ou au germanium, puisqu'ils sont tétravalents, et donc permettent, je veux dire, soit une conduction ou une non-conduction. Voilà. Bien sûr, ça ne suffit pas, on ajoute des éléments, voilà, pour avoir soit du type P, voilà, des semi-conducteurs de type P ou de type M en fonction du dopage. Et le dopage, bon, on va soit ajouter voilà, des éléments trivalents, trivalents ou enfin, on va rajouter des éléments pentavalents ou des autres, voilà, pour essayer d'avoir le dopage. Ah. Ouais, parce que pentavalent, voilà, c'est ça. Donc on va rajouter soit du trivalent ou du pentavalent. Mais ici, bon, on n'a pas de trivalent. Voilà, on a que dans cette architecture ici que je vous ai montré du tableau, on n'a que les pentavalents. Donc ici, j'ai pas de trivalent. Ici, il est monovalent, oui, bivalent, trivalent. Voilà, le trivalent. On va rajouter du trivalent ici, du 5A. Là, on a une valence 3. Voilà. Si je rajoute du trivalent avec du tétravalent, bien sûr, on aura un trou. Un trou. Voilà. Un trou. Trivalent.
Donc ici, je vais avoir une liaison ici, une liaison ici. Oui, il y en a un qui n'aura pas de liaison. Voilà. Par contre, si je ramène du pentavalent, je peux doper aussi. Donc je peux doper soit avec du trivalent, qui est le groupe ici, 5A qui est trivalent, ou avec du pentavalent. Voilà. Voilà, et la colonne ici est monovalente, bivalente, trivalente, euh, tétravalente. Voilà. Et on peut rajouter soit au silicium et germanium des dopages pour essayer d'en faire des semi-conducteurs de type P ou N en fonction du dopage, s'il est trivalent ou pentavalent. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon. Euh, euh, donc, voilà, ça c'est pour les carbonides. Donc, ce sont des éléments tétravalents. Euh, euh, bon, ici, bon, le caractère non métallique le plus prononcé, bien sûr, c'est le fluor. Hein. Et plus on descend dans le tableau, et plus le caractère non métallique commence à diminuer. Voilà, le plus prononcé il est ici, et plus on descend comme ceci, plus moins il va être prononcé en caractère non métallique. Voilà. Donc, voilà. Bon, en ce qui concerne les propriétés, donc des non-métaux. Bon, généralement les non-métaux, ils ont une masse volumique moins élevée que les métaux. Leur masse volumique, donc on a une masse volumique moins élevée en général. Si vous regardez bien le tableau de Mendeleev, vous allez constater que dans le tableau de Mendeleev, bon, les non-métaux ont, je veux dire, une masse volumique moins élevée que en général les métaux. Bon, on peut dire aussi qu'ils ne présentent pas en général l'aspect cristallisé. Euh, voilà, on va dire ça comme ça. Il ne se présente pas sous une forme. euh, Enfin, il ne présente pas l'aspect cristallisé, comme les métaux en fait. Voilà, l'aspect cristallisé qu'on retrouve chez les métaux, mais on ne le retrouve pas chez les non-métaux. Certains, comme on va dire le fluor, le chlore ou encore l'oxygène, fluor, chlore et oxygène, sont gazeux. Voilà, le fluor est gaz. Hein, je veux dire, euh, pour ce qui est du brome, il est liquide. Il est liquide. Et en fait, les autres sont solides. Bon, à température, bien, je vais dire standard, hein, aux températures standard. Voilà, donc en fait, fluor, chlore et oxygène sont gazeux, le brome est liquide et le restant, généralement, sont solides. Voilà. Euh, bon, les non-métaux ne possèdent pas l'éclat qu'ont les métaux. L'éclat, ils sont plus, on va dire, les non-métaux sont plutôt ternes. Voilà. Et la propriété la plus importante, c'est qu'on sait bien que c'est pas comme les métaux. Les métaux, ils conduisent euh, très bien l'électricité et la chaleur, mais ici, c'est tout le contraire. Ils sont mauvais conducteurs d'électricité et de chaleur. Voilà. Euh, bon, en ce qui concerne les propriétés chimiques générales, on peut dire que lors d'une réaction d'électrolyse, le non-métal forme, on va dire, des ions négatifs qui apparaîtront, on va dire, à l'électrode positif. Voilà, c'est une réaction qui se fait avec des électrodes. L'électrolyse est une réaction spécifique qui se fait au travers, bien sûr, d'électrodes, une anode et une cathode. Voilà. Et bien sûr, à l'intérieur, un bain électrolytique, voilà, qui conduit, on va dire, l'électricité. Voilà. Donc, lors d'une électrolyse, tout ceci
vont former, s'ils rentrent en jeu dans une électrolyse, ben, ils vont former des ions, on va dire, négatifs. Chose qu'on savait bien parce qu'en fait, les métaux donnent des ions positifs et les non-métaux des ions négatifs. Et on le voit comment? Ben, au travers d'une réaction d'électrolyse. Voilà. Et lors d'une réaction d'électrolyse, bien sûr, vous comprendrez que comme ils donnent des ions négatifs, elles vont être accolées à l'électrode positive, parce que le plus attire le moins. Ces ions-là vont attirer par l'électrode positive. Voilà. Bon, si je fais réagir l'oxygène avec les non-métaux, l'oxygène étant lui-même un non-métal, ben, l'oxygène forme avec les non-métaux ce qu'on appelle des oxydes acides ou des oxydes non métalliques. Parce que si un oxygène se met avec un métal, on va avoir des oxydes métalliques. Mais quand on a un oxyde avec un non-métal, on aura un oxyde non métallique. Bon, l'oxyde métallique, c'est l'oxyde basique, et l'oxyde non métallique, c'est un oxyde acide. Voilà. Voilà. Maintenant, quand on a fait réagir l'oxygène avec un non-métaux, bien sûr, on va obtenir des oxydes acides, mais si on met en présence d'eau, ça va donner, bien sûr, vous l'aurez compris, des oxacides. Des oxacides, c'est-à-dire qu'on aura des acides comportant de l'oxygène, des oxacides, des acides comportant de l'oxygène, enfin des acides, bien sûr, des acides. L'eau contient de l'hydrogène et de l'oxygène. Voilà, ben, donc on aura dans l'oxyde acide et l'eau, la présence d'eau, ben, on aura la présence de la nouvelle molécule, aussi bien d'oxygène, puisqu'en fait c'est l'oxygène qu'on fait réagir avec le non-métal, mais d'hydrogène qui est provenant de l'eau. Donc fatalement, on aura un acide donc qu'on appelle un acide contenant de l'oxygène, donc un oxacide. Un oxacide. Bon, si je prends un exemple, d'une réaction. Je prends une petite réaction. Je prends un bécher. Voilà, comme ceci. Voilà. Et je vais mettre une cuillère ici, une espèce de cuillère contenant ici du soufre. Du soufre qui est bien sûr comment on appelle ça, le soufre qui est la famille des sulfurides. Soufre. Donc il y a un non-métal. Je prends du soufre et je fais réagir avec de l'oxygène. Alors, si je fais réagir le soufre plus de l'oxygène CO2, ben on a ce qu'on appelle le dioxyde de soufre SO2. Voilà. Donc, on a formation de dioxyde de soufre. Maintenant, si je mets dans l'eau le dioxyde de soufre, on a SO2 plus H2O, eh bien, on va obtenir ce que je vous ai expliqué, l'oxyde acide qui est l'H2, il y a 2 hydrogènes, 3 oxygènes et 1 soufre. Voilà, elle est déjà équilibrée. Ici, elle est équilibrée, on a un soufre, 2 oxygènes, un soufre, 2 oxygènes, voilà. Donc, le soufre pur avec de l'oxygène va réagir pour donner le dioxyde de soufre. Voilà. Et si je fais réagir le dioxyde de soufre avec l'eau qui est ici, ben, fatalement, je vais obtenir l'oxacide, ici, l'oxacide. L'oxacide qui est ici l'acide sulfureux, puisque l'acide sulfurique, c'est H2SO4. Voilà, on aura l'acide sulfureux et non pas l'acide sulfurique. Donc, le dioxyde de soufre avec de l'eau va donner un oxacide qui est un. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit auparavant. Je fais réagir l'oxygène avec du soufre, mais j'ai du dioxyde de soufre. Je vais le mettre avec de l'eau, mais on aura de l'hydrogène qui va se mélanger à la nouvelle molécule SO2. Donc, on va avoir une molécule
plus oxygéné parce qu'on a fait rentrer de l'oxygène de l'eau et de l'hydrogène de l'eau. Donc fatalement, on va avoir une molécule hydrogénée et oxygénée. Hydrogénée et oxygénée. Pour obtenir ce qu'on appelle un oxacide, hein, c'est-à-dire un acide qui contient de l'hydrogène, c'est ça que c'est un acide hein, qui contient de l'hydrogène mélangé avec de l'oxygène, ce qu'on appelle un oxacide. Voilà. Donc, et ce type d'acide-là, ici spécifiquement, si je fais réagir du soufre avec de l'oxygène, pour obtenir du SO2, et si je fais réagir de nouveau avec de l'eau, ben, j'ai de l'acide sulfureux, ce qu'on appelle, qui n'est pas de l'acide sulfurique. Voilà, ça n'a rien à voir. L'acide sulfureux et l'acide sulfurique sont deux produits différents où l'un est plus oxygéné que l'autre. Le SO4 H2SO4 est plus oxygéné que le H2SO3. Voilà. Bon, bien sûr, pour cette expérience-là, on fait brûler, on va dire, à l'air du soufre. Hein, et on récolte bien sûr les fumées de dioxyde. Les fumées de dioxyde. Voilà, donc en fait, le soufre, on le fait brûler. On le fait brûler et on récolte les fumées de dioxyde de soufre. Donc, bon, en chimie, généralement, il faudra chauffer. Voilà. Chauffer en chimie, c'est une opération, je veux dire, anodine, parce que on doit beaucoup chauffer en chimie quand on fait des réactions chimiques. Voilà. On fait passer dans des fours, etc., etc., hein, des fours de combustion, au bec benzène, ou peu importe, mais bon, généralement, chauffer est une opération, je veux dire, anodine en chimie, tellement elle se fait énormément. Voilà. Et les mélanger aussi, parce qu'apparemment, ici, on mélange dire, le soufre avec l'eau. Voilà. Donc ici, on obtient bien le dioxyde de soufre, bien sûr en faisant brûler donc à l'air libre du soufre, et bien sûr on récolte les fumées de SO2 qui est le fumée de dioxyde de soufre, bien sûr dans cette fameuse éprouvette, voilà, dans cette fameuse éprouvette. Voilà, et qui contient bien sûr un tout petit peu d'eau. Hein. J'ai pas mis de l'eau en saturation, j'ai mis un tout petit peu d'eau. Voilà. Et donc, vous comprendrez que ces fumées-là vont aller un peu partout. Voilà, comme ceci. Et que ces fumées de SO2, hein, c'est le soufre, ce sont les fumées du soufre brûlé avec, qui réagit avec l'oxygène de l'air, bien sûr. Bien sûr, et là, comme on en met un petit peu d'eau, le SO2 va réagir avec l'eau. Voilà, c'est ça qu'on a. Donc, elle va réagir avec l'eau et donner, bien sûr, l'acide sulfureux. Et bien sûr, on aura, si on, voilà, si on met un papier de, comment est-ce qu'on appelle ça, de tournesol, hein, un indicateur, ben, je veux dire, le papier indicateur va rougir pour indiquer qu'on aura, je veux dire, un effet acide. Voilà, on va avoir une réaction qui est plutôt de style acide. Voilà, donc le tournesol va rougir et c'est un indicateur qui permettra qu'on aura une réaction de type acide qui va se réaliser. Voilà. Bon, et ça c'est un cas de figure bon, de l'action de l'oxygène. Bon, là, comment réagit de l'oxygène avec du soufre qui est un non-métal. Donc l'oxygène est lui-même déjà un non-métal. Hein. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Maintenant, j'aurais pu faire réagir, si vous voulez, un métal spécifique qui est l'hydrogène. L'action, bon, je viens de voir l'action de l'oxygène sur les non-métaux. Ça donne des oxacides. Et je peux faire réagir de l'hydrogène sur donc les non-métaux. Voilà. Donc en faisant réagir, enfin, je m'excuse, en faisant réagir de l'oxygène avec des non-métaux, ça nous donne ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'oxygène un non-métal, ça nous donne un oxyde acide ou un oxyde non métallique, mais si on fait réagir avec de l'H2O, on obtient un oxacide. Voilà, c'est ça que ça c'est l'action de comment réagit l'action de l'oxygène. Maintenant, l'action de l'hydrogène, on va dire, bon, si je prends par exemple les halogènes et les sulfurides, ils vont réagir avec l'hydrogène pour donner
ce qu'on appelle des hydracides. Là, la réaction des non-métaux, les non-métaux avec l'oxygène et bien sûr de l'eau, va donner des oxacides. Alors que la réaction avec de l'hydrogène va donner des hydracides. Si je prends par exemple le chlore, la molécule de chlore, bien sûr, vous la connaissez, c'est du Cl2. Si je vais réagir avec de l'hydrogène qui est de l'H2, ben, on va avoir bien sûr de l'HCl. On a bien deux hydrogènes ici, deux chlores ici, deux chlores ici. Voilà, donc ça c'est bon. Donc on a bien un hydracide. Voilà. Bon, maintenant, l'action des métaux, maintenant. L'action des métaux sur les non-métaux. Ben, les non-métaux s'unissent plus ou moins violemment avec les métaux pour donner justement des sels binaires. Hein. Ça, un métal plus un non-métal, ça donne un sel binaire. Et ils réagissent, on va dire, assez fortement. Par exemple, je vais donner quelques exemples ici. Si j'ai le magnésium plus si je mets du chlore, Cl2, mais on a du MgCl. Magnésium MgCl2. Ouais, Mg, parce que le magnésium il est bivalent. C'est Mg2+. Lui, le Cl, Mg, il a deux bras, Mg2+, et le chlore, il a un bras. Un bras, voilà, un bras pour le chlore, donc il faut deux chlores pour s'associer avec du magnésium. Donc on a bien du MgCl2, donc le magnésium et le chlore vont donner du chlorure de magnésium, donc qui est un sel qui est le chlorure de magnésium. Si je prenais le fer et le chlore, FeCl2, ben je vais avoir ce qu'on appelle du FeCl2. Voilà, donc c'est du chlorure de fer, FeCl2. Si je prends par exemple du zéthène et du brome, par exemple, le zinc, zéthène 2+, il est ZnCl, non, ZnCl, zéthène, il est ZnCl2, le brome, je vais regarder, le brome, il est quoi? Monovalent. Le brome, il est monovalent. Donc, ça va donner le c'est zéthène 2+. Il a deux bras, lui, et lui, il a un bras. Donc, il faudra deux bromes pour donner du zéthène BR2. Voilà, zéthène BR2. Voilà. Maintenant, si je prends le potassium et toujours du brome, qui est un halogène monovalent, K plus Br, mais le potassium, il est monovalent, K+. Par exemple, on a KCl, la molécule de KCl. Donc le K, il est K plus Cl-. Donc il a un bras, le K, il a un bras, le Br, il a un bras. Donc ça va donner du KBr, qui est du bromure de potassium. Bromure de potassium. Maintenant, si je fais réagir du soufre avec du cuivre, c'est tout des sels, hein. Fatalement, bon, je mets un métal avec un non-métal. Si je mets le métal cuivre avec du soufre, ben, c'est Cu2+, le soufre, il est bivalent, c'est CuS. Normalement, le soufre, il est bivalent. Oui, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, le soufre, il a deux bras, et donc le cuivre a deux bras, parce qu'on a Cu2+, donc ce qui va donner du Cu deux bras, Cu a deux bras, le soufre a deux bras, ben en fait, on peut les réunir comme ceci. Deux bras de valence, en fait, parce qu'ils sont bivalents,
Et donc ça donne bien du CuS, qui est de sulfure de cuivre. Et alors, on pourrait continuer comme ça, là, voilà, autant qu'on veut. Si par exemple si je prenais du calcium, bon, calcium on sait bien que, et du soufre, ça a deux bras, Ca2+, donc on va avoir du CaS, qui est de sulfure de calcium. Maintenant, si je prends du Na, par exemple, et de l'oxygène, le sodium, c'est Na+, donc il a un bras, voilà. L'oxygène, ici, il a deux bras. L'oxygène, le Na, il a un bras. L'oxygène, il a deux bras. Ouais. Donc il faut que je puisse mettre un autre bras avec l'oxygène pour donner du Na2O. Voilà, le Na2O. Donc le Na plus O2 va donner du Na2O. Voilà, qu'on appelle de l'oxyde de sodium. Mais attention que cette réaction-ci n'est plus équilibrée, hein, on le voit tout de suite. Là, il faut que je mette deux sodium ici. Si je mets deux oxygènes ici, voilà. Donc, ce qui fait le sodium, il possède NaCl, un bras. L'oxygène, il en possède deux. Donc, je sais bien mettre de sodium sur un oxygène. Donc, ici, ça va faire, là, j'aurai bien 4 sodium. Donc, là, il faut que je mette 4 sodium. Voilà. Et là, j'ai deux oxygènes. Là, j'ai bien deux oxygènes. Voilà. Donc, ça donne 4 Na plus O2 plus 2 Na2O. Voilà. Et la réaction est équilibrée. Voilà, mais je peux continuer comme ça tant qu'on veut. Je vais en reprendre un dernier. Si je prends par exemple le fer et de l'oxygène, on a du FeO. Là, je dois mettre deux oxygènes, donc deux fer ici, voilà. Et ce qu'on appelle l'oxyde de fer. Alors que la molécule que j'avais fait auparavant, c'est de l'oxyde de sodium. Là, c'est de l'oxyde de fer. Voilà, FeO. FeO qui est oxyde de fer. Bien sûr, vous comprendrez que l'oxygène, ça a deux bras. Le fer que je viens de prendre ici, il a deux bras. Alors, pour faire du FeO, il faut que ce fer-là, c'est le fer, on va dire, de valence 2. Hein. Voilà, fer de valence 2. C'est l'oxyde de fer de valence 2. Voilà. Voilà, et alors on peut continuer, je veux dire, tant qu'on veut, je veux dire, ces études, je veux dire, d'action de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'action des métaux, etc., pour voir hein, comment on réagit, je veux dire, les non-métaux. Voilà, ça c'est un petit peu, je veux dire, les non-métaux, comment réagissent-ils, comment leurs propriétés, je veux dire, intrinsèques, principales propriétés intrinsèques, comment réagissent-ils, ce qu'ils représentent, où sont-ils situés dans le tableau de Mendeleev, et voilà, pourquoi certains réagissent plus facilement que d'autres, et voilà, comment obtenir des oxacides, des hydracides, et voilà. Voilà. Je vous remercie.